Tribunalsku mluvce. Bonjour et bienvenue à cette 5e édition des journées doctorales en sciences et technologies de l'information, organisées de la faculté des sciences. Avant de commencer, je passe la parole à notre cher collègue pour un petit mot de bienvenue. Voilà, merci. Merci, monsieur le doyen. La parole est à madame la vice-présidente chargée de la recherche scientifique de l'Université de l'Autonomie. Bonjour à tous. Merci, monsieur le président de séance, monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'UNICRA, monsieur le doyen directeur, monsieur le vice-président de la Réunion européenne de l'UNICRA, monsieur le directeur, monsieur le chef des affaires scientifiques au CNRST, messieurs les vice-doyens et directeurs adjoints, monsieur le président du pôle de compétences en sciences et technologies d'information et de la communication, monsieur le responsable du laboratoire système de télécommunication et ingénierie de la
Et d'ailleurs, chers étudiants et étudiantes, on a l'assistance. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous ce matin dans ce prestigieux podium à la séance d'ouverture de la 5e édition des journées doctorales en technologie de l'information et de la communication. Il me revient tout d'abord, au nom de M. sa présidente par intérim de l'UIT, en votre nom, en notre nom à tous, de féliciter les organisateurs et à leur tête les responsables du pôle de compétences en sciences et technologies de l'information et de la communication et les responsables du laboratoire système de télécommunication, ingénierie de la décision de la faculté des sciences de l'INFRA. Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des partenaires qui se sont associés au STIC et au LASTIC, comme on les appelle, pour l'organisation de cet important événement. Ces journées revêtent, à notre sens, une importance capitale dans la mesure où elles constituent pour nous un prolongement naturel de l'ensemble et intense activité en matière de recherche scientifique de qualité qui sont menées au sein de la faculté des sciences, que ce soit les manifestations scientifiques nationales ou internationales, elles ont toujours été de qualité et c'est ce qui a valu, et vous le savez très bien, et cela a été reconnu par tout le monde, c'est ce qui a valu à la faculté des sciences d'être menée comme la locomotive de l'université de Monterrey, ce qu'on appelle le pacemaker en matière de recherche de l'université de Monterrey. Permettez-moi, en cette circonstance, d'adresser nos chaleureux remerciements à l'ensemble des intervenants, conférenciers, professeurs, experts, professionnels, qui nous ont fait l'honneur de venir enrichir par leur savoir dans le domaine d'éthique ces journées doctorales, qui vont s'étaler sur 2 grandes et longues journées qui augurent d'un riche et vaste programme et se proposent d'élucider les multiples facettes d'éthique qui, comme vous le savez, regroupent des outils très divers, logiciels, appareils numériques, téléviseurs, portables, etc. Pour exister, vous le savez, on ne peut échapper au TIC aujourd'hui. On voit se créer des entreprises grâce au TIC. Et si elles ne sont pas à l'origine même de la création d'entreprises, les TIC sont indispensables pour rendre les entreprises plus efficaces et plus compétitives. Les doctorales et les journées doctorales, de manière générale, comme vous le savez, sont des journées qui sont ce qu'on appelle des vitrines de la recherche scientifique. Et ces journées sont par excellence tournées vers les doctorants, c'est-à-dire vers vous, pour vous aider à prendre conscience d'abord des atouts de la formation et de la recherche et à élaborer votre propre projet professionnel en fonction bien sûr de vos souhaits et de vos attitudes. Les doctorants n'ont pas toujours conscience de l'étendue des opportunités professionnelles qui leur sont offertes au niveau du monde socio-économique. Ces journées permettront à beaucoup d'entre vous, je l'espère, de tisser des liens avec les acteurs socio-économiques en mettant en avant, d'une part, la qualité de l'enseignement, le dynamisme de la recherche à l'UIT et à la faculté des sciences en particulier, et d'autre part, les connaissances acquises et les compétences développées par les jeunes chercheurs que vous êtes. Dans la culture entrepreneuriale, comme vous le savez, l'expérience montre que c'est la prise de risque qui permet d'entreprendre et qui permet à l'entrepreneur de dégager du profit. Dans notre culture, le risque est souvent synonyme de fatalité, d'échec ou celui de destin. Nos jeunes nous sommes nous-mêmes un peu inhibés par ce mode de réflexion, de raisonnement. Il faut aujourd'hui valoriser le fait d'essayer, le fait de tenter, le fait d'aller vers l'avant, le fait de prendre des risques, parce que c'est ça entreprendre. Aussi, notre modèle d'enseignement, en général, et celui de l'entrepreneuriat en particulier, sont caractérisés aussi par une certaine pédagogie qui favorise plus la formation de reprise de modèles existants et non en dépendre de
est telle que celle-ci que nous pouvons espérer revoir un jour notre pédagogie qui forme plus pour le diplôme que pour les carrières. Je vous invite donc à tirer le plus grand avantage de la présence parmi vous tout au long de ces 2 journées de spécialistes de haut niveau. Je suis persuadée, compte tenu de la pertinence des thèmes et de la qualité des conférenciers et des conférences plénières qui vont être programmées, que ces travaux seront à la hauteur de nos attentes et de vos attentes. Chers doctorants, chers étudiants, permettez-moi de saluer en ces temps difficiles, en ces temps moroses, l'engagement et la détermination de vos vaillants professeurs qui ne cessent de hisser très haut le drapeau du savoir dans notre université. C'est pourquoi je ne manquerai pas de solliciter auprès de vous un respect accru à leur égard. Sans anticiper, comme a dit mon collègue et ami professeur Bilali, sur les sujets qui vont être traités par les spécialistes, laissez-moi vous dire que contrairement à ce qui se dit, dans l'université publique, notre université regorge de talents et que vous êtes ces talents. Je vous souhaite donc des bonnes journées de formation et vous remercie de votre écoute. Merci Madame la Vice-Présidente. La parole est à Monsieur le Vice-Président de la première bête de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للجزء الشمالي والاعتراف تقدم لكم بالشكر على هذه الدعوه الكريمه. تحيه لكم ولكل من ساهم في هذه التظاهره العلميه، وتحيه وتقدير لجميع الاساتذه والعاملين في هذه المؤسسه التي نعتبرها مرحله في هذه الجهه. ونحن نؤكد لكم مرة أخرى كمجلس جامعي الفيدرال نحن مستعدون للتعاون من أجل الرقي بهذه الجهة في مجال العلم والمعرفة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه الدراسة. Merci Monsieur le Vice-Président. Je prends la parole au Gauche, responsable du département des affaires scientifiques au Centre national de recherche scientifique et technique. Monsieur le vice-président de la commune nouvelle, Madame la vice-présidente, Monsieur le doyen, Monsieur le vice-doyen, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers doctorants, j'ai presque envie de ne pas regarder ce que j'ai noté. Je suis tellement séjourné, j'étais à l'origine de leur création, enfin, du moins un monde de leur création, mais je vais quand même me limiter et compléter ce qu'ils ont dit, Monsieur le doyen, Madame la vice-présidente et Monsieur le vice-président. Je vais essentiellement apporter un complément en ce qui concerne, c'est-à-dire l'apport du CNRST pour la recherche. Alors, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour participer à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des journées doctorales dans les technologies de l'information et de la communication. Ces journées qui permettent aux non-chercheurs d'exposer les résultats de leurs travaux et de stimuler les échanges entre doctorants et chercheurs confirmés et les différents acteurs industriels du domaine qui sont devenus, ces journées sont devenus un rendez-vous annuel très important pour les non-chercheurs, du moins vu le nombre des présents. Ils ont pour objectif de promouvoir le développement de la recherche, des sciences et technologies, de l'information et de la communication. Le CNRST, qui a pour rôle principal la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique en fonction des besoins culturels, économiques et sociaux du pays, ne peut que s'en réjouir. Une telle action qui est en parfaite adéquation avec la politique de notre pays en matière de la recherche, qui continue, notre pays, qui continue à fournir beaucoup d'efforts
À cela, il faut ajouter l'augmentation du nombre de bourses d'excellence qui est passé de 200 à 300 bourses annuelles. La préservation d'une bonne partie de ces bourses est réservée donc aux ingénieurs qui va certainement être un outil de promotion de la recherche scientifique. Le CNRSP a accompagné ces efforts par deux nouvelles actions structurantes. La première, relative à l'appel à candidature pour labelliser de nouvelles unités de recherche associées au CNRSP, réservées aux laboratoires, au centre de recherche. Cette action a pour objectif de faire émerger des masses critiques et de les accompagner vers l'excellence. La deuxième action s'appuie sur la mobilisation des Marocains résidant à l'étranger sur une période allant de 6 à 12 mois pour la mise en place d'un plan de coopération entre nos structures de recherche et les structures étrangères. Un effort est à mettre en place pour continuer la politique de mutualisation qui a donné ses fruits à travers la mise en place de l'infrastructure expérimentale existante et le développement de nouvelles plateformes régionales pour mieux répondre aux besoins des chercheurs. Ces différents leviers associés à cette nouvelle politique de recherche coopérative avec les grandes entreprises nationales et les acteurs socio-économiques vont alimenter les différents dispositifs de la valorisation de la recherche et de l'innovation qui bénéficieront d'une attention particulière pour atteindre l'objectif d'accompagner les grands chantiers structurants dans notre pays et d'avoir un impact socio-économique sur notre société. Je vais terminer par remercier le professeur Simsosi pour son invitation et le féliciter à travers lui le comité d'organisation et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces journées, notamment M. Voyant, le professeur Milaoui, M. le directeur de l'école STIC, professeur Dessalouteline, et toutes les personnes qui ont participé. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre organisation. Et merci. Merci, permettez-moi, Monsieur le Doyen, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Vice-Président de la Commune urbaine, Monsieur le responsable du département de la recherche scientifique du CNRSP, chers invités, Monsieur le Doyen, chers collègues, chers doctorants et chers étudiants, de vous souhaiter la bienvenue à cette journée. C'est vraiment un grand plaisir, c'est une grande fierté pour notre établissement, la faculté des sciences de l'UQAM, et pour notre laboratoire de la STIC, d'accueillir la 5e édition des journées doctorales en technologie de l'information et de la communication. Les JDTIC, appelés communément les JDTIC comptent parmi les activités phares développées par le groupe de pôle de compétences STIC. Et sont programmées alternativement dans des établissements membres du groupe. Elles ont été initiées dans le but de constituer pour les membres du pôle dans un premier temps, mais ensuite pour l'ensemble de la communauté scientifique nationale, une occasion de rencontre, d'échange autour de thématiques d'intérêt pour la communauté, autour de problématiques liées aux technologies de l'information et de la communication. Comme leur nom l'indique, ces journées sont avant tout une opportunité offerte aux jeunes chercheurs, doctorants marocains dont les thématiques relèvent des technologies de l'information et de la communication au sens large, de s'initier aux techniques de présentation et de défense de leurs travaux de recherche et d'échanger entre pairs. Les JDTIC offrent également aux jeunes doctorants un environnement de rencontre avec les différents acteurs industriels et académiques dans amène et touche l'extraction gestion de connaissances, les bases de données, génie logiciel, les télécommunications, ingénierie, l'intelligence artificielle, enseignement à distance, traitement d'images et échange.
santé, la sécurité, l'éducation, même à la maison avec la domotique maintenant et ainsi de suite. J'en veux pour exemple les smartphones qui sont passés d'objets de luxe il y a très peu de temps à des objets presque de première nécessité. Personne ne peut se passer elle nous accompagne dans nos moindres faits et gestes à travers des applications multiples développées à cet effet. Le pôle STIC, dans sa politique générale, encourage les différents axes de recherche fondamentale, mais également appliqués, développés dans les laboratoires membres du pôle, et ce à travers les multiples activités d'échange et de mobilité, mais surtout en encourageant la mise en place de projets fédérateurs qui associent plusieurs équipes nationales qui affectionnent tout particulièrement ces journées, pour en avoir été l'initiateur avec M. Fimouche notamment, regrette énormément son absence parmi nous en raison d'obligations de dernière minute liées à ses responsabilités de directeur du CNRS. Alors, je ne vais pas pour de participation sur lesquelles environ 120 ont été sélectionnés sur des bases de qualité et de structuration, parmi lesquelles une centaine sont programmées en session orale et le reste en les différents organismes et personnalités qui nous ont soutenus, ces journées n'auraient pu avoir. Je voudrais commencer par remercier le conseil municipal et à travers lui son représentant et le président de l'Église pour ses encouragements. Il a mis à notre disposition tous les moyens et toutes les facilités pour réussir cette manifestation. Je remercie Madame la vice-présidente pour son soutien permanent, pour avoir suivi ce dossier depuis son début et pour avoir je voudrais, mais là encore je ne vais pas m'attarder, remercier tous ceux qui ont soutenu ces journées, tous les sponsors. Vous pouvez avoir leur identifiant sur toutes nos affiches et nos publicités pour nous avoir soutenus et aider à mettre en place ces journées. Je tiens à remercier tous les collègues qui nous ont fait l'honneur de participer avec nous à cette cérémonie d'ouverture. Je tiens à remercier les personnels de l'établissement, avec toutes ses composantes, les chers collègues, les chefs de département, et je sais qu'ils m'ont soutenu dans beaucoup d'activités pour mettre en place ces journées. Les collègues enseignants, le personnel administratif et technique qui nous ont aidés dans toute la logistique pour mettre en place pour la tenue de ces journées. Et je voudrais remercier le comité scientifique qui a travaillé sur l'évaluation des soumissions qui ont été faites à ces journées-là et qui vont être exposées devant vous. Et je laisse les derniers pour la fin, et donc le comité d'organisation. Je ne citerai aucun nom parce que je ferai forcément des mécontents, mais je voudrais vous témoigner toute ma gratitude pour les efforts incalculables, pour la générosité que vous avez mentionné tout au long de cette préparation. Je cite mes collègues enseignants, je cite nos étudiants chercheurs, je les appelle mes étudiants, mais bon, mes doctorants, les étudiants de master, qualité industrielle, pour vos applications à tous, et merci à votre présence à tous. Et pour nous. Et vous établissez l'invité à un cours offert par notre chef Aurélien. Et Ciao.
Vous apprécierez cette présentation. Donc voici le plan de mon intervention. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de mon laboratoire. Et ensuite, je vais vous parler d'albiométrie et je vais parler de deux enjeux particuliers en biométrie. Est-ce que c'est un peu fort peut-être? Ça va? Et j'essaierai de faire aussi des démonstrations. Des démonstrations sur des logiciels qui sont inspirés sur mon ordinateur. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mon laboratoire de recherche. Donc ce laboratoire de recherche est un gros laboratoire, qui comporte 230 personnes à peu près, avec une centaine d'enseignants-chercheurs qui travaillent, et ça convient vis-à-vis de la conférence aujourd'hui, c'est un laboratoire qui travaille essentiellement sur les STIC. Donc grosse partie d'informaticiens, mais aussi des gens qui vont travailler sur des choses autour de l'automatique et un petit peu d'électronique. Alors, juste pour la petite histoire, le directeur du laboratoire, c'est le professeur Mohamed El-Sad. C'est quelqu'un qui a fait ses études à Rabat et qui est arrivé en France et maintenant qui est directeur de ce laboratoire. Donc, ça, c'est aussi pour souligner que la qualité de ce qui est fait au Maroc, elle est connue de point de vue international. Donc vous voyez, on a à peu près 60 à 70 doctorants qui travaillent sur différentes thématiques. Alors les thématiques, elles sont orientées autour de 8 axes qui vont concerner différents aspects de l'informatique, que ce soit la complexité, la mise de documents, etc. Et personnellement, moi je suis responsable de la dernière équipe de recherche qui s'appelle l'équipe monétique de biométrie, qui travaille essentiellement sur des aspects de sécurité informatique. Et personnellement, mon domaine de recherche personnel, c'est la biométrie. Évidemment, ça fait l'objet de la présentation de ce matin. Donc là, j'ai 4 illustrations du savoir-faire du laboratoire sur 4 sujets différents. Donc le premier, c'est une compétence en traitement d'image, qui est très reconnue au niveau international. Ça, c'est ce qu'on appelle un traitement deep-painting. Vous avez une image originale, vous sélectionnez les pixels que vous voulez enlever dans votre image originale. En l'occurrence, on veut libérer les oiseaux. Et ensuite, on va prédire l'image et notamment les pixels qui étaient derrière la tâche. D'accord? Donc ça, c'est justement un procédé qui s'appelle le painting et qui, vous voyez que visuellement, on a quelque chose qui est vraiment très beau, alors qu'il a fallu, entre guillemets, deviner les pixels qui étaient cachés derrière la tâche. On a aussi des gens qui travaillent sur le système multi-agent avec des applications en robotique, notamment pour que plusieurs robots puissent communiquer et réaliser des tâches de façon conjointe, avec des illustrations sur des robots mobiles. On a des gens qui travaillent sur l'électronique avec la caractérisation de définir de nouveaux capteurs ultrasensibles. Par exemple, des capteurs qui vont mesurer la déformation d'une aile d'électronique. La quatrième illustration, c'est quelque chose qui vient de mon équipe de recherche, où on va travailler aussi sur la sécurité du paiement. Donc ça, c'est un axe de recherche sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et typiquement, là, on peut réaliser des attaques à partir de cartes bancaires réelles. Et dans certains cas, on peut faire des attaques fonctionnelles, comme par exemple faire des transactions sans avoir le code PIN associé carte bancaire. Ça ne fait pas forcément de nous des gens plus riches, mais en tout cas, ça fait de nous des gens qui ont une certaine expertise sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de DAC.fr qui détaille un petit peu ce qui se fait au moins temps. Donc voilà, ça c'est un petit préambule, un petit peu pour positionner le contexte dans lequel j'ai réalisé mes recherches dans le domaine de la biométrie. Alors justement, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui, la biométrie. Donc dans un premier temps, je vais essayer de donner un certain nombre d'informations de base. Certains vous connaissez peut-être, pour d'autres, je pense que vous ne connaissez pas. Donc en tout cas, je vais essayer de vous donner un petit peu les bases de la biométrie. C'est pas trop. Alors, quand on parle de biométrie, on parle forcément d'une envie d'authentifier une personne. Par exemple, je vais me connecter à un site web et je vais donner un identifiant pour prouver que je suis bien la bonne personne et que
dans la vie quotidienne, c'est des choses qui arrivent souvent. Sur les réseaux sociaux, le fait de connaître quelqu'un peut augmenter la confiance dans notre identité. Donc ça, ce sont les 4 facteurs d'authentification classiques. Beaucoup de solutions, évidemment, utilisent la possession et la connaissance, c'est-à-dire le mot de passe ou les cartes. Et donc moi, je vais évidemment m'intéresser à la biométrie. Et ce que je clame souvent, que ce soit un public d'académie ou d'industriel qui est en face de moi, je clame que la biométrie est la seule technique d'authentification d'un humain. Les autres solutions font une authentification d'un objet. Le fait d'avoir la connaissance d'un mot de passe n'est absolument pas une garantie que je soutiens la bonne personne, puisque c'est très facile de récupérer le mot de passe d'une personne. Alors que la biométrie, elle a une relation extrêmement forte avec vous. Pourquoi? Parce que la biométrie, c'est en général une partie de votre empreinte, votre visage. Il n'y a rien de plus fort comme relation entre un authentifiant et vous-même. Donc si on veut sécuriser une transaction qu'on va faire avec un service, eh bien, on est obligé d'aller jusqu'à l'humain. Et la seule technologie qui permettrait ça, c'est la biométrie. Alors évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas de faire l'apologie de la biométrie. Il y a plein de problèmes. On y reviendra au fur et à mesure de la présentation. Il y a plein de problèmes, et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a une recherche, et ça m'arrange, parce que ça veut dire que j'ai plein de pistes de recherche. Donc ça me garantit de nombreuses années de travail. Qu'est-ce qu'on entend par modalité biométrique? C'est tout un ensemble de catégories qu'on peut utiliser pour reconnaître une personne. Évidemment, quand on parle biométrique, souvent on pense ADN. Donc ça, c'est une catégorie qu'on appelle la partie biologique. Donc il y a d'autres informations qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui travaillent sur le signal électrique dans votre corps pour reconnaître les signaux EEG de votre cerveau. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'on peut exploiter pour reconnaître une personne. Bon, évidemment, ce n'est pas la chose la plus courante. La plus courante, c'est un peu plus courante, c'est la biométrie comportementale. C'est on vous reconnaît à votre façon de réaliser une certaine action. Et ça, vous avez tous fait ça un jour dans votre vie. Vous entendez quelqu'un marcher dans le couloir, et là vous dites, ah, ça doit être un tel. Parce que vous avez reconnu sa façon de marcher. Alors, vous avez peut-être tort, peut-être raison, mais en tout cas, vous avez utilisé l'information qui est liée au comportement de la personne. Donc là, il y a plein de techniques qui existent. Je vous montrerai quelque chose qui est, pour lequel on est assez reconnu au niveau international. On peut reconnaître une personne à sa façon d'être localisée. Vous ferez une démonstration, si vous voulez, tout à l'heure, avec un logiciel qui s'intéresse des gens, vous avez téléchargeable gratuitement sur Internet. Mais on peut évidemment utiliser un ensemble de choses, la façon signée, la voix, et un comportement. Alors, j'ai vu des chercheurs, parce que les chercheurs en biométrie ont beaucoup d'imagination. J'ai vu des chercheurs travailler sur la reconnaissance d'une personne à sa façon de conduire. Pourquoi? Parce qu'une voiture, finalement, c'est un ensemble de facteurs. Et effectivement, on a un certain nombre d'habitudes sur la façon de conduire. Pour l'instant, ce n'est pas des taux de reconnaissance qui sont très bons, mais est-ce que dans 5 à 10 ans, ce type de système, dans une voiture allemande, par exemple, ne pourrait pas voir le jour pour identifier que la personne qui conduit est bien la bonne, et pour éviter des vols et d'autres aspects liés à l'assurance. Alors évidemment, le plus gros marché à l'heure actuelle en biométrie, c'est une morphologie. C'est-à-dire qu'on va exploiter une partie de votre corps qui est visible, ou pas forcément visible tout de suite. Donc là, on pense à l'empreinte digitale. Très clairement, le marché de la biométrie, c'est à peu près 70% du marché international, c'est l'empreinte digitale. Ensuite, on y a le visage, qui a beaucoup aussi de travaux. Quand vous allez dans une conférence en biométrie, vous avez 50 à 60% des papiers sont sur le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'applications en lien avec la vidéosurveillance. C'est une information qu'on peut capturer facilement, et parfois elle ne se personne. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible, et donc il y a beaucoup de travaux sur ce sujet-là. Et après, vous avez l'iris, ça c'est beaucoup les Anglais qui travaillent sur l'iris, le visage, c'est beaucoup les Allemands. Et l'oreille, le pli des doigts ici. Vous allez présenter vos doigts comme ça devant juste une caméra et vous pouvez reconnaître les personnes, et il y en a une quantité impressionnante de solutions qui existent. Donc ça, ce sont un petit peu les
trois catégories d'informations qu'on peut extraire sur une personne. Alors, nous, typiquement dans mon laboratoire, on va travailler sur pas mal de modalités. Alors, je vous en ai listé un certain nombre. Il y en a d'autres, encore. On travaille sur le visage, la voix, les veines de la main. Les veines de la main, c'est pas très compliqué à obtenir. Il suffit juste de faire un prochain parcours pour mettre en évidence l'hémoglobine et donc d'avoir le réseau veineux de votre main. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ce genre d'image et on a les veines qui vont être en apparence. Ce qui est intéressant, parce que c'est une information qui n'est pas visible, qui est sans trace et qui est beaucoup utilisée au Japon. Depuis 2005, au Japon, c'est possible de retirer de l'argent sur le distributeur du béton en présentant sa main avec une vérification du réseau veineux de la main. En 2005, vous voyez, c'est quand même très utilisé. Donc vous avez tout un ensemble de techniques, évidemment, on travaille sur l'empreinte, ici le chronométrie, on travaille sur l'empreinte. Alors, comment on fait pour faire un système de biométrique? Alors, je ne vais pas aller forcément dans tous les détails, mais j'ai pris le schéma qui est défini par l'ISO, c'est-à-dire le schéma qui décrit les différentes étapes au niveau international, c'est le standard de comment ça marche. Alors, en fait, essentiellement, vous avez deux grands process quand vous faites de la biométrie. Un premier qui est d'enregistrer la personne, donc c'est ce qui est fait lorsque vous avez demandé un passeport et qu'on va recueillir vos données biométriques pour les mettre sur le passeport. Donc ça, cette phase-là, on appelle l'enrôlement. Et vous avez une deuxième grande process qui est la vérification ou l'identification. Donc la différence entre les deux, c'est que dans la vérification, je dis être telle personne et je donne une preuve à partir de la donnée biométrique qui prouve que je suis bien cette personne. Alors que dans l'identification, je ne donne aucune information et on va l'extraire parfois par un insu, c'est le cas par exemple de la reconnaissance faciale dans la vidéosurveillance. Et ce qui est fait de façon très courante, vous allez dans les villes de Londres, depuis très longtemps, il y a un réseau de caméras qui est extrêmement important en Angleterre, au Royaume-Uni, où, de façon systématique, toutes les personnes qui vont dans les rues, on va récupérer leur visage et on va faire une vérification pour voir si cette personne ne fait pas partie, par exemple, d'une base Interpol de personnes recherchées. Et ça, c'est tout le temps. De façon systématique au Royaume-Uni. Alors évidemment, chaque pays va avoir des lois qui vont être différentes, qui vont traiter ou pas ces solutions. Donc vous avez donc ces deux process, enrôlement ou vérification, identification. Donc comment ça marche? Et donc en rouge pointillé, vous avez tous les traitements qui sont réalisés pour faire de l'enrôlement. Donc on part de quoi? On part d'un humain qui va faire une capture sur un capteur. Le capteur, ça peut être une caméra, ça peut être un capteur d'empreinte digitale. À partir de ça, on va avoir un échantillon. Et cet échantillon va être traité avec du traitement d'image. Il y a des gens qui font du traitement d'image dans la salle, où on va extraire des paramètres. Si on parle d'empreinte digitale, eh bien, par exemple, ce sont des minuties, donc des points caractéristiques de cette empreinte. On va faire un contrôle qualité pour voir si l'empreinte est suffisamment de bonne qualité. Et si c'est le cas, eh bien, on va créer un template en anglais, qui va être stocké dans une base. Alors, ce n'est pas forcément une grosse base centralisée, ça peut être sur un support comme une Kafka+, mais en tout cas, il y a une phase de stockage. Évidemment, chiffré. On y reviendra, parce que évidemment, la données personnelle est extrêmement sensible. Donc ça, c'est la phase d'enrôlement. Pour la phase de vérification ou d'identification, eh bien, le début est le même. On va à la création d'un template. Et une fois qu'on a déterminé, qu'on a obtenu ce template, il va y avoir une phase de comparaison entre le template acquis. Alors évidemment, le seuil de sécurité, ça dépend de l'application. Si vous faites un système pour Pentagone, le niveau de sécurité ne sera pas le même que si vous faites un système pour contrôler l'accès à la cafette. D'accord? Vous imaginez bien que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Et donc là, c'est l'administrateur du système qui va définir le seuil en fonction du niveau de sécurité qu'il voudra en sortir. Donc voilà, ça définit un petit peu les différents procédés classiques qu'on analyse quand on fait de la biométrie, on va dire, conventionnelle. C'est un petit peu le titre de la présentation. Quels sont les enjeux à l'heure actuelle en recherche sur la biométrie? Quand vous utilisez un système biométrique, vous pouvez avoir des erreurs.
Alors, elles sont de deux types. Premièrement, on appelle ce qu'on a un projet, ce qui va avoir une incidence sur la chaîne utilisateur. Deuxième type d'erreur, c'est je suis un imposteur, je veux me faire passer pour quelqu'un et j'ai minimiser le faux rejet. Donc, évidemment, il y a des erreurs. Si on compare avec un mot de passe, beaucoup d'industriels ont dit ça en disant oui, mais bon, un mot de passe, il est bon, il n'est pas bon. La biométrie, effectivement, on a toujours soit la possibilité d'un faux rejet, soit la possibilité d'une fausse acceptation. Je leur dis oui, évidemment, mais qui dit que c'est la bonne personne qui a tapé ce mot de passe? C'est qu'à la biométrie, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est un des problèmes. Donc, ce qu'il faut évidemment, c'est minimiser cette erreur. Et pour ça, il y a différentes techniques qui sont utilisées. La première, très simplement, c'est de faire la multibiométrie. Comme il n'y a pas de relation de dépendance statistique entre le visage et l'empreinte, la probabilité d'avoir une erreur, c'est la probabilité d'avoir cette probabilité de probabilité. Donc du coup, je fais le monde au monde, puisqu'elle a décidé il y a 2 ans d'enregistrer tous les citoyens d'Inde dans un système biométrique. C'est-à-dire une base biométrique qui va faire à terme 1,3 milliard de personnes. Donc c'est incontestablement la capitale des demain. D'accord? Il y a que plus qui peut utiliser. Et donc quand il enregistre la personne, il récupère toutes ces informations pour pouvoir combiner toutes ces informations pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un taux d'erreur, qui soit acceptable compte tenu du fait qu'on a 1,3 milliard de personnes et donc le taux d'erreur, le risque d'erreur est fort. D'accord? Et donc c'est ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, et pour donner un idée, ils enregistrent 1 million de personnes par jour. C'est des chiffres qui est intéressant. Le problème, c'est que multiplier les capteurs, ça coûte plus cher, multiplier l'usage, la personne a besoin de donner beaucoup d'informations, ce qui fait que c'est pas forcément toujours très simple d'usage pour les personnes. Deuxième aspect qui pourrait améliorer la performance d'un système biométrique, c'est que malheureusement, on suppose toujours qu'une donnée biométrique est permanente. C'est-à-dire, malheureusement, et désolé mesdames, c'est pas vraiment vrai pour le visage. Vous savez bien qu'il y a le visage, il n'est pas tout à fait le même, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Donc on voit bien que si on utilise une image il y a 30 ans, évidemment le système aura du mal à reconnaître avec cette image il y a 30 ans. Et là, une des façons de faire, et là c'est plutôt des gens qui travaillent sur la partie reconnaissance du corps, c'est de faire une mise à jour du modèle, donc du modèle de visage, en fonction du temps. Et donc je vais m'adapter à l'évolution de mon visage pour essayer d'avoir une performance qui sera. Mais il est très important. Il est très important et il va y avoir beaucoup d'applications dans le futur. C'est d'utiliser des données a priori ou a posteriori. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, quand vous utilisez un système qui s'appelle PARAS, qui permet de vous présenter le passeport et de faire l'acquisition d'une empreinte digitale et on fait une comparaison en SAS, et si cette vérification se passe correctement, je rentre dans SAS et je ne vois tout codé. D'accord? C'est comment vous avez beaucoup d'informations qui sont en général pas exploitées dans leur reconnaissance. Alors qu'on sait bien qu'on peut faire des modèles très fins, par exemple, qui va dire je vais reconnaître la personne, sachant que mon empreinte digitale est activée. Qu'est-ce qui prouve que non? Mais ça ne suffit pas. Donc vous voyez un petit peu ces problèmes-là, c'est sensible, et en même temps, on n'a pas trop de solutions pour résoudre ce problème. Alors évidemment, les chercheurs travaillent là-dessus. Une des solutions assez classiques, c'est de dire finalement, je vais stocker non pas dans une base, parce qu'une base est toujours attaquable, une base de données, je vais le stocker dans ce qu'on appelle un élément sécurisé. Un élément sécurisé, c'est quoi? C'est une carte à puce. C'est la cible de mon téléphone. Donc des éléments où on a un certain nombre de propriétés de sécurité qui fait que, évidemment, si on stocke dans cet élément, c'est quand même très difficile à attaquer. Évidemment, voilà, c'est des chiffres qui ont développé, c'est eux les responsables techniques de ce développement. Donc ça, c'est une illustration. Évidemment, de plus en plus, et notamment avec notamment dans toute cette équipe de Apple, qui a mis
avec un succès, on va dire, plus modéré, parce qu'un jour après la commercialisation, des gens avaient trouvé un moyen de casser le lecteur en digital. Bon, ceci étant, la problématique de vérification biométrique sur un mobile, c'est quelque chose qui s'étend de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça a été dit tout à l'heure, le smartphone devient un objet extrêmement utilisé, d'ailleurs plus pour d'autres services que le téléphone. À l'heure actuelle, on utilise plus son téléphone pour faire autre chose que le téléphone. Et évidemment, on pense à des applications de paiement, on pense à beaucoup d'accès à des données sensibles, et quand on veut accéder à des services sensibles, mais on veut sécuriser les notifications, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de choix, il faut aller à la limite. Donc nous aussi, on travaille sur ça. Par exemple, là, vous avez une illustration d'une application Android que nous avons développée, et qui permet de faire une vérification indépendante du texte d'une personne qui va énoncer du texte pendant 3 secondes au téléphone, et on va faire une vérification au sein du mobile pour décider si la personne est bien la bonne personne. Donc voilà, ça c'était deux grands types d'enjeux, la performance et le respect de la vie privée et de la sécurité. Comme je vous l'ai dit, je vais vous focaliser sur 2 aspects et essayer de vous expliquer un petit peu comment on peut faire comment on peut répondre à ce genre d'enjeu. Alors dans un premier temps, je vais commencer par la protection de la biométrie. On va vous dire combien de temps, souvent 3 heures, la protection de la biométrie. Donc les principales approches algorithmiques, ça consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire du chiffrement nécessaire mais pas suffisant. Et puis vous avez des solutions qu'on appelle dans le domaine en anglais les PET. Alors les PET, ça n'a rien à voir avec les animaux de compagnie, c'est ce qu'on appelle les Privacy Enhancing Technologies, c'est-à-dire les solutions qui vont par définition protéger la vie privée des utilisateurs. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, mais essentiellement ça va transformer la donnée biométrique pour le stockage et la vérification de ces données. Alors en fait, si on regarde l'état là, globalement, vous avez les techniques de protection du template, protection algorithmique, vous avez des approches qui vont utiliser transformation de la donnée biométrique, et vous avez des approches qui sont dites cryptobiométrie en français, qui vont, à partir d'une donnée biométrique, essayer de générer une donnée cryptographique. D'accord? Alors moi, je vais vous parler essentiellement du hashing. Et vous faire un vidéo. Et là, je vois que je suis déjà... Alors en fait, quand on essaie de concevoir un système qui protège la vie privée, on définit des enjeux. Donc ces enjeux, évidemment, ce qu'on veut, c'est que les systèmes ne dégradent pas la performance. On veut que, à partir de ces données transformées, on puisse la révoquer, justement pour lutter contre le problème de la non-régularité des empreintes digitales. On veut que ce soit non inversible, c'est-à-dire qu'à partir de la donnée transformée, je ne puisse pas revenir à la donnée originale. On veut que je puisse avoir autant d'authentifiants biométriques que d'applications. D'accord? Différent. On va avoir quelque chose qui va être calculé à partir de mon empreinte pour ma banque, pour mon site de e-commerce préféré. Et puis, je ne veux pas qu'on fasse, parce que les gens qui sont réfractaires à l'immobilier, c'est souvent ça à chaque fois que je vais donner la même information, donc ce sera facile de savoir que c'était moi qui a été accédé à tel site, puis à tel site, puis à tel site. D'accord? Donc on veut que ce soit non traçable. Alors pour ça, on a un algorithme qui a été proposé en 2004, qui s'appelle le hashing, qui va faire quoi? Qui va prendre une donnée biométrique, qui va calculer les paramètres. Donc vous avez plein de paramètres que vous pouvez utiliser. Si on prend des choses assez simples, eh bien on va prendre des paramètres de texture, par exemple les réseaux de dialogue, qui vont décrire l'empreinte digitale et vue comme une texture. Et on va calculer des paramètres. La contrainte pour utiliser cet algorithme, c'est qu'il faut que la taille des données en entrée soit toujours la même. Donc utiliser des municipes directement, ça ne marche pas. Parce que quand vous faites 2 acquisitions d'une empreinte, vous n'avez pas forcément le même nombre de municipes. Une fois qu'on a ces paramètres, on va les combiner avec un aléa qui est ce qu'on appelle une graine et qui va être en entrée de ce biohashing. Alors je vais vous montrer brièvement en quoi consiste le biohashing. Et une fois qu'on a fait ce
eh bien on obtient ce qu'on appelle un biocode, qui est un code binaire, qui est représentatif de ma donnée biométrique, et qui est un mélange entre ces paramètres et cet ADN. D'accord? Et donc, la seule chose qu'on va stocker, c'est le code. On ne s'intéresse pas du tout au reste. Alors, ce code, est-ce que c'est très compliqué? Non, parce que j'arrive à le résumer en un slide. Donc, à partir de ce nombre aléatoire, on va déterminer une base orthogonale, d'accord, de projection, où on va projeter le fingercode sur cette base orthogonale qui permettra de faire une projection de dimension au plus égale à la dimension des données initiales. D'accord? Et on fait une quantification. Quantification, c'est-à-dire on veut à la fin, une fois qu'on a fait la projection, eh bien, on va s'arranger pour obtenir des nombres binaires. Donc vous voyez, le fait d'avoir une quantification et une projection dans une taille au plus égale à celle des données initiales garantit le fait qu'on ne puisse pas revenir aux données initiales. C'est justement la non-analytique. Donc ça, c'est la loi Théo en 2004. Alors normalement, si on utilise ce type de système, on calcule le code de référence, on va capturer la donnée biométrique de la personne, on va faire le tirage aléatoire de la graine, et à partir de ça, on va appliquer le traitement, et on va stocker uniquement le code sur le cerveau. Le fingercode, on ne le garde pas, et la graine, elle n'est pas gardée par le serveur, elle est juste gardée par l'utilisateur. D'accord? L'étape de vérification, eh bien, on va faire les mêmes données initialement avec l'utilisateur qui fournit sa graine. Et la vérification, c'est quelque chose qui est très simple, qui va consister à comparer le biocode référence stocké sur le serveur avec le biocode acquis. Et on va faire juste quoi? Une distance de la ligne entre les nombres binaires, ce qui est évidemment extrêmement rapide pour décider si vous êtes bien la bonne personne ou pas. Alors là, je vais vous faire très rapidement la démo. Donc ça, c'est un logiciel maison. Et en fait, dans ce cas-là, la graine, je vais la considérer comme un mot de passe. Donc là, je vais utiliser comme graine le mot de passe régulier AZI. Et puis je vais faire un enrôlement. Je prends mon empreinte. Et à partir de ce mot de passe et de cette empreinte, je vais générer un code que je représente visuellement par un codage. D'accord? Donc le nombre, ici, c'est le nombre qui correspond au code. Donc le codage est décimal, le nombre de code. Maintenant, si je veux m'authentifier, je dois fournir le bon mot de passe, donc la bonne graine, et je dois fournir une empreinte. Évidemment, je ne vais pas prendre la même, je prends une empreinte de la même personne et pas le même échantillon. Je calcule le code barre et je fais une comparaison avec la distance de la ligne qui, en gros, dit quoi? Il faut que le code barre se ressemble. D'accord? Et donc là, vous voyez qu'on a un code barre qui se ressemble à 97,5. Dans nos essais, on a montré que si on était supérieur à 95%, vous savez qu'il n'y a aucun problème et on sait que vous êtes bien la bonne personne. Maintenant, je dis OK. Si je n'ai pas le bon mot de passe, si je n'ai pas le bon mot de passe, imaginons que j'ai assertive avec un I, et que je fasse une vérification, je vais prendre le pire des cas, c'est si j'ai l'empreinte de référence. Vous voyez, ping, on descend très fort, et là on est très inférieur à 95%, donc on n'arrivera pas à se faire authentifier. Maintenant on a le cas autre, où j'ai le mot de passe, mais je